soir, oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans Classé 18+, l'émission qui se la pète. Yeah. Vous pensiez qu'on pouvait pas faire mieux que la Géode? Et ben voilà, on est à l'hôtel Lutetia, l'un des hôtels les plus chics de Paris, qu'on a loué genre, bah voilà, quoi, sur les sous de votre abonnement. Comme ça, bah, évidemment. On est dans le bar Ernest, l'un des bars les plus chics de l'hôtel Lutetia. Et puis, vous avez peut-être fait attention, mais nouveau générique. Donc la musique a changé pour le générique de Classé 18+, on a également modifié un petit peu l'habillage. Et vous savez qui a signé les musiques? Mon pain. Akira Yamaoka. Ça, c'est pas la classe. Et t'avais quelque chose à ajouter, je crois. Ben moi, en fait, on est à l'event BioShock 2. Et t'es en train de t'étouffer sur les petits fours. Délicieusement délicieux. Ouais, bon, comme d'habitude, évidemment, là, la dernière fois, c'était Electronic Arts qui invitait. Cette fois-ci, c'est 2K qui invite pour la sortie de BioShock 2. Et puis, un BioShock 2, d'ailleurs, dont on va reparler dans l'émission, puisqu'on va le critiquer. Alors, pour rappel, avant de se lancer dans des BioShock, Thierry, c'était ce FPS dark rétro-futuriste dans lequel on avait la possibilité de fraguer des enfants. C'est ça. Pour recentrer un petit peu le truc. Et donc le 2, c'est la suite. Évidemment, vous allez avoir la critique dans l'émission. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, le sommaire. On commencera cette soirée Classé 18+, avec la critique flash de Soul. On continuera avec, bien évidemment, la critique de BioShock 2. Histoire d'enrichir un petit peu votre connaissance de l'univers de BioShock, un RAM, un Retro Magic spécial System Shock. Comme on vous l'avait promis à la dernière soirée Classé 18+, là, ce soir, c'est la critique de Mass Effect 2, évidemment. Pour faire suite à la critique, un Showtime spécial Mass Effect 2. Bizarrement suivi d'un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. La critique de Dante's Inferno. J'ai donné ma parole. Mais tout de suite, comme d'hab, Les news. Je ne sais pas si vous êtes fan ou non de Splinter Cell, mais moi, j'adore. Bon, si vous n'avez fait que le dernier volet, Splinter Cell Double Agent, vous n'avez qu'une vision tronquée de la saga, ce dernier étant sans conteste le plus décevant de toute la série. Initié en 2002 par les studios d'Ubisoft Montréal, les premières aventures de Sam Fisher avaient su s'infiltrer dans les cœurs et les têtes de nombreux joueurs, en se distinguant habilement du travail de Kojima. Plus mature, ancré dans un cadre réaliste made in Clancy, son gameplay ouvert avait su séduire de nombreux joueurs devenus en l'espace d'un jeu des limaces tueuses, rampant à l'ombre des structures modélisées sur Xbox. Sa suite, Pandora Tomorrow, sortie en 2004, avait tout d'une version 1.5 destinée avant tout à imposer un mode multijoueur ambitieux. En 2005, Chaos Theory s'imposait comme le meilleur volet de la saga, avec une réalisation somptueuse permettant à la Xbox première du nom de sortir ses tripes et une BO signée Amon Tobin. Et Sam Fisher, le couteau entre les dents, commençait sérieusement à se poser des questions sur ses employeurs. 2006 voyait l'espion débarquer sur Xbox 360 avec Double Agent. Plus humain, Sam n'en perdait pas moins quelques plumes, faute à de nouvelles mécaniques de gameplay parfois hésitantes. 4 ans plus tard, Splinter Cell Conviction se dévoile petit à petit, tout en accusant un certain retard. Annoncé comme l'un des gros titres de l'année, ce dernier se propose de vous faire vivre l'infiltration à 1000 à l'heure, au contrôle d'un Sam Fisher rendu fou par la douleur, né de la trahison et de la perte d'un être cher. Expéditif et froid, à la manière d'un Jason Bourne, la réalisation promet d'être à la hauteur d'un Uncharted 2 en révolutionnant la saga sans pourtant renier les fondamentaux. Autant vous dire que ce jeu, on vous en reparlera bientôt. Il sort le 15 avril prochain en exclusivité sur Xbox 360 et PC. Listen to me. If you want to find out more about your daughter, you'll do what we say. They're running a pipeline for stolen Russian EMP tech through Malta. When they go off, the pulses will blanket the entire metro area. I don't do this sort of thing anymore. You're not out. Only one hint about Sarah and you dove right back in. They're gonna take out the president after the EMPs go off. You can't touch me. I'm bulletproof. Oh, really?
Aliens vs Predator est le crossover de licence SF ultime. Alien a créé sa mythologie et terrorisé toute une génération de spectateurs grâce au design de Giger et à l'approche à la fois unique et homogène de 3 réalisateurs cultes. Ridley Scott sur Alien, James Cameron sur Aliens et David Fincher sur Alien 3. Predator, quant à lui, doit tout à la musique d'Alan Silvestri, au charisme de Schwarzy, à la créature de Stan Winston et surtout à la somptueuse mise en scène du grand, très grand John McTiernan. Sa suite, respectueuse et fun, n'a certes pas le même aura mais ajoute néanmoins à la mythologie de la créature. Longtemps, un crossover cinématographique entre les deux univers a été envisagé, développé, abandonné et puis repris. Finalement, ce sont les comics et en particulier le travail de Dan O'Bannon, le scénariste d'Alien, qui nous ont permis d'apprécier ce mariage sanglant, puis un jeu vidéo PC sorti en 1999 par le studio Rebellion. Lorsqu'enfin Alien vs Predator a vu le jour sur grand écran, les fans auraient sans doute préféré se manger un faisceau en pleine face plutôt que de supporter ce blockbuster adolescent aussi stupide et visqueux qu'un popcorn resté trop longtemps coincé entre les mailles de la moquette d'un cinéma mal nettoyé. La tâche de Rebellion, toujours eux, est donc rude. Nous faire oublier les films pour nous plonger enfin dans une guerre sans merci entre les plus belles et les plus mortelles des créatures extraterrestres à avoir jamais vu le jour sur un grand écran. Y sont-ils parvenus? La réponse dans 15 jours, dans Classé 18. Man continues to destroy man. Voici le dernier trailer de Metro 2033, le FPS futuriste matiné de RPG, d'horreur et orienté survival, se situant après l'apocalypse nucléaire. Vous êtes à Moscou et êtes né dans les stations et couloirs souterrains du métro, où vous avez grandi au milieu d'autres survivants. Mais lorsque vous tentez de sortir à la surface, l'horreur est au rendez-vous. Ce titre, développé en Ukraine, sera compatible sur PC avec DirectX 11 et la 3D Vision Nvidia permettant de jouer en 3D à l'aide de la stéréoscopie et de lunettes sans fil. Un jeu qui semble se situer au croisement de Fallout 3 et Modern Warfare 2. Ambitieux donc, et on l'espère, prometteur. Vous n'allez sans doute pas tous comprendre la référence, mais si vous avez la trentaine passée, alors la dernière séance d'Eddie Mitchell, ça doit vous dire quelque chose. Perso, c'est comme ça que j'ai découvert le western dit classique. John Wayne, John Ford, Howard Hawks, Robert Mitchum, John Sturges, Anthony Mann, James Stewart. Depuis, regarder un western est pour moi une plongée en enfance, une espèce de retour primitif aux sources de l'entertainment, bien avant les premiers jeux vidéo et le western spaghetti à la Leone ou le western noir crépusculaire à la Eastwood. Autant vous dire que ce Red Dead Redemption et ses sales gueules à la Bon, la Brute et le Truand, son héroïsme à la Wyatt Earp et sa noirceur façon impitoyable me parlent furieusement. Alors j'espère que ces messieurs de Rockstar ne vont pas me décevoir, parce que sinon, je sors mon harmonica. What a pleasant surprise, Mr. Marston. We're the bad guys. We enforce the rules. And while the rules may not be perfect, the alternative is hell. Your wife sends her regards. Attention, ça va dépoter. Après un premier Just Cause brouillon mais impressionnant techniquement, Eidos revient sur le devant de la scène sous la houlette de Square Enix pour sortir une suite bac à sable où l'action prime avant tout. Ce bac à sable, c'est l'île tropicale de Panao, et vous êtes parachuté dessus en tant que Rico Rodriguez, avec pour seul et unique objectif celui de la mettre sans dessus-dessous en explorant librement ses 1000 km² à l'aide d'une multitude de véhicules afin d'alpaguer votre ancien boss. Le maître mot du studio Avalanche, le développeur de Just Cause 2, c'est liberté. Mais pas une liberté à la Rockstar, non. Plutôt une liberté à la Michael Bay, si vous voyez ce que je veux dire. Just Cause 2 sortira le 26 mars prochain sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360.
Bon, je coupe encore les news, mais c'est normal. Tu crois que je t'ai pas grillé? Ça fait 1 an et demi que tu me fais le coup, là, dans Classe du Plus, à couper les news à tout va. Ouais. À te la jouer un petit peu journaliste. Ouais, mais justement, là, Thierry, c'est parce que Attends, c'est parce que j'ai préparé un sujet de journaliste. Ouais. Moi-même. Plus au moins. Personnellement. Évidemment qu'il est 18 plus. Regarde. Ok. Donc là, on est à Japan Expo. Et Thierry, j'ai envie de te dire que moi aussi, des fois, je bosse. Moi aussi, des fois, je suis capable de faire le journaliste. Et d'ailleurs, là, je te propose un petit reportage sur un stand super sympa. Venez avec moi, on va découvrir tout ça. Alors, c'est un peu private, parce que ici, c'est 18 plus. Ça tombe bien, c'est pour l'émission 18 plus. Et donc, on se rend compte qu'on a des articles plus intéressants les uns que les autres. Moi, j'aime bien. Donc, ce qui a l'air de marcher fort, c'est ça. C'est des cups. En fait, le principe est simple. Il y a un trou dedans et on met ce qu'on veut. Il y a la version cheap. T'as ça. Alors, ce qui est agréable avec cet item, donc c'est qu'évidemment, bon, il y a des choses là. Il y a comme un faux. Enfin voilà. Et là, il y a des prises. Il y a des prises pour mettre les doigts. Ce qui fait qu'on attrape le truc comme ça. Tu filmes, Alex? Donc c'est toujours pour se faire plaisir tout seul. Ça ressemble à un Eva, donc moi j'aime bien. Ça mêle l'utile à l'agréable. L'utile, je sais pas. Ah, voilà ce que je voulais montrer. Donc ça c'est drôle ça. Comme quoi j'ai pas abandonné le RPG. Donc voilà le sextoy Kingdom Hearts. Ça je trouve ça très intéressant. J'y croyais pas. Avec le petit signe, donc on peut voir le petit signe ici. Donc ça c'est bien. Je savais pas que Square Enix y donnait là-dedans. C'est bien, c'est bien. Donc là on a toute une gamme de produits liquides pour se faire plaisir. Lotion donc pour les massages de dos. Et enfin on a évidemment les figurines donc pour fantasmer pour les jeunes. Salut. Alors j'ai avec moi Cyril et il va nous donner un peu son feedback. Tout ce qui est masturbateur comme ça là, comme t'as essayé tout à l'heure. Pas devant la caméra mais t'as essayé tout à l'heure. Ça reproduit vraiment un vagin quoi. Et ça marche bien. C'est le Golgoth 75. Donc voilà, c'est pour ce... Le kit épisiotomie n'est pas livré avec. Alors pourquoi 75? Parce qu'après utilisation, il faut environ 75 points de suture. C'est à peu près ça. Voilà, c'était le mini reportage sur un des stands que j'apprécie bien sur Japan. Donc tu vois Thierry, moi aussi je sais faire le journaliste. En attendant, je vais m'acheter quelques items. Allez, au revoir. Mais attends, c'est quoi cette blague? Les images, c'était le Japan Expo 2009, ça? Ça a quasiment 1 an? Oui. Mais on est dans les news, merde. Je sais bien, mais comme je t'ai dit, c'est un sujet dont je me suis occupé personnellement. Donc ça m'a pris 6-7 mois. Okay. Mais attends, tu vois, tu vas être sur le cul dans mon prochain reportage sur le TGS 2009. Ouais, bon, on remet les news. Et puis si vous aimez vraiment vous défouler, rien de tel qu'une horde de zombies et un petit talent à la MacGyver. Bon, et il sort quand alors ce Dead Rising 2? C'est vrai quoi, on veut une date de sortie maintenant. Et pour terminer ces news de la plus belle des façons possibles, voici le dernier trailer consacré à God of War 3, dont la dernière séquence à elle seule enfonce le malheureux Dante's Inferno dans les limbes de la médiocrité. Death is my calling. Vengeance my creed. I will wash away the past with the blood of Olympus. Chaos will rise again.
vois, Mehdi, attends, c'est absolument génial, quoi. On peut se payer la Géode, on se paye Lutetia, tu vois, on est des caïds, quoi. Thierry, c'est pas nous qui payons. Laisse-moi rêver. Et bah, tu vois, malgré tout, on va parler en Critique Flash là, d'une toute petite production Xena. C'est un jeu qui coûte moins d'1 € qui s'appelle Soul, qui a été développé du côté de Villeurbanne, une toute petite équipe. Et tu vois, on fait pas que des AAA. Sol rappelle dans son principe un autre jeu français développé par Rare Informatique et d'abord sorti en 1987 sur Atari ST. Son nom, Bubble Ghost. Dans les deux jeux, il faut parvenir à déplacer une entité fragile, une bulle dans le cas de Bubble Ghost, une âme dans celui de Sol, sans qu'elle heurte les parois du décor ou les obstacles qui peuvent inopinément se dresser devant elle. Sauf que dans le cas de Bubble Ghost, on dirigeait un petit fantôme qui soufflait sur la bulle, alors que dans celui de Sol, on contrôle directement la petite âme fragile à l'aide du stick droit de la manette. Sol est le fruit d'un jeune studio, Kidos, créé en mai 2009 par Christophe Panatoni et Nicolas Dor, deux anciens programmeurs du studio lyonnais Étrange Libellule. Ils ont développé quelques titres sur iPhone et Xena, Powa Volley, Block Challenge, avant d'être rejoints par deux graphistes, Mathieu et Julien Akita, pour le développement de Sol justement. Résultat, le jeu est magnifique. Chaque niveau, composé d'un seul et unique écran statique, est en fait un artwork au sein duquel on doit diriger la petite âme une fois celle-ci échappée du corps du défunt. Chambre désaffectée, couloir, conduit d'aération, les premiers décors sont ceux d'un hôpital bien glauque, comme dans les films d'horreur à l'assaut, remplis de démons visqueux aux dents longues et de petites filles échappées de ring qui vous sautent dessus à la moindre erreur. Le joueur maladroit est ainsi puni par une grosse frayeur. Il faudra donc souvent mémoriser le bon chemin, slalomer entre les démons et parfois même échapper à un poursuivant. Ultra simple dans son concept, Sol se distingue par la qualité de sa réalisation, son ambiance oppressante et son gameplay exigeant. Il vous faudra ainsi finir le jeu d'une traite, même si les vies sont illimitées, et maîtriser l'inertie de la petite âme afin de pouvoir la mener par le bout du stick jusqu'au paradis. Une jolie réussite pour un jeu au concept certes minimaliste, mais accessible à moins d'1 € dans l'onglet Jeux indépendants du marché Xbox Live. Dis donc Thierry. Attends, je fais pause. Tu sais pas ce que j'ai trouvé dans la chambre de Jean-Michel la dernière fois? Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est pas vrai. Tu veux dire qu'il se drogue? Il se drogue, Jean-Michel se drogue. Il n'était pas dans les plateaux d'introduction. On le perd Thierry, je le comprends plus, j'ai l'impression que... Je suis persuadé que c'est à cause des jeux vidéo violents. C'est pas vrai. Ils auraient eu raison alors? Ouais, ça rend tous violent. Ces gens. Ça rend bizarre. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils s'allument plus? Ouais. Bon, on va regarder quand même la critique de BioShock 2, hein. Les gens sont là pour ça. Ouais. Cache-lui les yeux. Viens mon papa, on va jouer. Si BioShock premier du nom a marqué l'industrie du jeu vidéo, c'est d'abord grâce à son contexte que le joueur découvrait de façon empirique après le crash de son avion en plein océan Atlantique. Les FPS et les jeux d'action en général nous avaient jusque-là habitués à des Big Jim en armure, des militaires, des mercenaires, des extraterrestres. Ils nous avaient cantonnés au cadre réaliste de la Première, Seconde et Troisième Guerre mondiale, aux mondes Heroic Fantasy, aux planètes aliens, mais rien, absolument rien, n'avait préparé les joueurs à l'utopie, ou plutôt la dystopie sous-marine de Rapture, ce fantasme Jules Vernien d'une société parfaite, au design art déco matiné de steampunk. Une société destinée à accueillir l'élite intellectuelle de l'humanité, afin de les soustraire aux contraintes de l'État et de la religion, pour leur permettre, enfin, d'évoluer librement, dans le sens darwinien du terme. Mais les parasites ont tempêté. Non, l'enfant a un devoir. Il doit partir à la guerre et mourir pour sa nation. Repliée et enfermée sous un dôme de verre, la ville de Rapture se transforme petit à petit en une prison cauchemardesque, aux couloirs hantés par des créatures difformes, assoiffées de plasmides, ces substances permettant de modifier son ADN afin d'atteindre la perfection et l'immortalité. Ravagée par la guerre civile, Rapture s'écroule sur elle-même pour prendre littéralement l'eau, et ses fondations finissent par regorger de cadavres, les victimes informes de ses illusions de grandeur. Des créatures monstrueuses sont alors mises au point pour régir un équilibre précaire et sanglant. Les petites sœurs, capables de récolter l'Adam grâce aux limaces de mer symbiotiques placées à l'intérieur de leur corps. L'Adam est une denrée rare, convoitée, une substance permettant de modifier instantanément ses gènes grâce à une simple injection. Ces petites filles rendues folles par l'absorption de l'Adam ont pour la plupart été enlevées à la surface et récoltent aujourd'hui le poison de Rapture sur les chromosomes décédés. Les chromosomes sont les habitants de Rapture, la fameuse élite, rendue folle, inhumaine, sauvage par l'absorption de plasmides.
Pour protéger les petites sœurs, Rapture a mis au point les Big Daddies. Des hommes modifiés, privés de volonté, de libre arbitre, confinés dans un scaphandre, astreints à un lien paternel factice et à la sauvegarde des fillettes vampires. Et puis il y a les grandes sœurs. Ce sont ces créatures que rencontrait pour la première fois le joueur en explorant Rapture. Ce sont elles qu'il va à nouveau devoir côtoyer dans BioShock 2. Mais cette fois-ci, ce sera dans la peau d'un protecteur hors norme, le Big Daddy originel. Eh bien, prends cette arme. Pour ne pas trop déflorer le scénario de cette suite, seuls les 3 premiers niveaux du jeu serviront à l'illustration de cette critique. BioShock 2 débute en 1958, soit 2 ans avant le premier BioShock. Mis au pas alors qu'il tentait de défendre une petite sœur un peu spéciale, appelée Eleanor. Sophia Lamb, qui dirige désormais Rapture, l'oblige alors à enlever son casque et à se suicider. 10 ans plus tard, vous vous réveillez et partez à la recherche d'Eleanor, que vous considérez comme étant votre petite fille. Une nouvelle fois, Rapture, sa naissance, sa raison d'être, sa chute, son cauchemar, vous est raconté à travers des enregistrements audio et par le biais de divers personnages qui rentreront en contact avec vous. Si vous n'avez jamais joué à BioShock, Rapture se fera distante, étrangère, et il sera nécessaire de passer de longs moments dans l'encyclopédie intégrée au jeu pour la comprendre. Si vous avez aimé et terminé BioShock, alors Rapture se comportera comme une vieille amie, aimée tout autant que redoutée, à laquelle on ne peut guère se fier ni résister. Le voyage qui vous est proposé en sa compagnie, en son sein, sera alors familier. Peut-être trop, diront certains, mais ceux-là ne l'ont jamais vraiment aimé. BioShock 2 est un FPS, mais comme dans le premier jeu, et même si cette fois-ci vous incarnez un monstrueux Big Daddy, il faudra faire preuve de tactique pour espérer survivre. La mort, cependant, n'est jamais définitive dans la cité de Rapture. Si vous tombez au combat, ce sera pour réapparaître dans la Vita Chambre la plus proche. Contrairement au premier jeu, il est désormais possible d'utiliser des pouvoirs acquis grâce au plasmide, en même temps que les armes classiques, comme le pistolet à rivet, sans oublier la foreuse, qui constitue votre première arme. Mis à part la foreuse, toutes les armes possèdent plusieurs types de munitions bien différentes. Certaines d'entre elles, comme les rivets piégés, permettent de planifier vos combats. Les munitions, l'argent, la nourriture et tout un tas d'objets peuvent être trouvés en fouillant les décors et les cadavres laissés derrière vous. Il est également possible de pirater les nombreux distributeurs à friandises disséminés dans le jeu. Ce faisant, vous pourrez obtenir des réductions. Mais vous pourrez aussi pirater les systèmes de sécurité de Rapture. Caméras et tourelles joueront alors en votre faveur. L'approche tactique est nécessaire, surtout lorsque vous demanderez à une petite sœur de récolter pour vous la dent. Ce faisant, vous déclencherez la fureur des chromosomes qui attaqueront de partout pour tenter de s'emparer de la substance. Il faudra alors protéger la fillette au péril de votre vie. Un minimum de préparation ne sera donc pas superflu. L'interaction du joueur avec les petites sœurs est bien entendu au cœur du jeu. Pour en adopter une, il faudra d'abord se débarrasser de son protecteur, un Big Daddy comme vous, mais dénué de conscience, sinon celle du danger encouru par celle qu'il considère comme sa fille. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, monsieur B. Et après l'avoir transportée sur vos épaules et protégée pendant qu'elle récupère la dent, il faudra décider ensuite de la sauver ou de la récolter. En la sauvant, vous détruisez proprement la limace symbiotique qui la rend capable de recueillir la dent. Merci. Elle redevient alors une petite fille normale et s'échappe par l'une des manches à air de Rapture. Cœur, dites-moi. Tu vas voir, c'est coton d'assumer une tare pareille ici-bas. Enfin. En revanche, si vous décidez de la récolter, vous détruirez avec hargne la limace pour en extraire tout la dent. La substance sera alors recueillie en abondance, mais la petite sœur y perdra la vie. À vous de faire un choix. La cachette est tout près, monsieur B. La dent recueillie permet d'obtenir de nouveaux plasmides et fortifiants grâce à l'une des étranges machines de Rapture, le jardin des glaneuses. D'autres machines, comme le pouvoir au peuple, permettent d'améliorer ses armes. Plus dynamique, plus complet, le système de combat autorise toutes sortes de stratégies et la possibilité d'associer un pouvoir à une arme. Le fait d'incarner un Big Daddy n'influe pas vraiment sur vos déplacements. Si l'on sent bien son poids à la réception d'un saut, il bouge comme une gazelle. Le multijoueur a également été enrichi. Réalisé par le studio Digital Extremes, un spécialiste du genre, Unreal Tournament CE, il comprend désormais 7 modes de jeu jouables jusqu'à 10, la possibilité de créer son personnage dans les moindres détails et un petit côté RPG permettant de gagner de l'expérience et de faire évoluer son personnage à l'aide du programme de récompense des consommateurs de Sinclair Solutions. Le squatter! BioShock 2, c'est d'abord la possibilité d'évoluer à nouveau au cœur de Rapture.
La cité sous-marine n'a jamais été aussi belle, aussi dangereuse et aussi riche en détails. Si le plaisir de la découverte est moindre, la personnalité de la ville est si unique que l'on ne peut qu'apprécier la possibilité de la côtoyer à nouveau, sans doute une dernière fois. Visuellement, le jeu est splendide, la maniabilité au rendez-vous et de nombreux défauts de gameplay corrigés, comme le système de hacking. Mais on sent bien que les développeurs n'ont pas osé innover, se contenter de construire sur les acquis du premier jeu, comme si ce dernier était intouchable. Les rares phases où l'on se retrouve à l'extérieur de la cité, sous l'eau, sont à ce niveau emblématiques. Visuellement magnifique, elle se contente de n'être que des couloirs où le joueur évolue pour observer sous un autre angle Rapture la magnifique, à distance, avec respect. C'est là, certainement, le seul défaut de cette suite magnifique, réalisée avec amour mais souffrant sans aucun doute de son statut d'œuvre orpheline. En effet, Kevin Levine, le papa de Rapture, n'a pas participé à BioShock 2 pour se consacrer à un autre projet encore non annoncé. On ne peut donc que saluer, et dans une certaine mesure regretter, la fidélité des équipes 2K à son travail. Ceci dit, l'ambiance, le souci du détail, le scénario et la richesse de cette suite en termes de gameplay, sans oublier la sublime BO composée par Gary Shiman, en font une acquisition indispensable pour tous les amoureux de Rapture et de BioShock. Voilà, on vient de voir la critique de BioShock 2, donc vous en savez beaucoup plus, sinon absolument tout sur ce jeu fantastique. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ses origines à ce jeu-là, via un Retro and Magic consacré à System Shock. System Shock sorti en 94, donc juste après Ultima Underworld 1 et 2, qui a été développé donc par Looking Glass et édité par un grand nom dans le milieu du jeu vidéo, Origins, à qui on doit les séries Ultima, à qui on doit la série Wing Commander, et qui ont également innové avec System Shock, qui était l'un des premiers jeux déjà full 3D, mais en plus baigné dans un univers cyberpunk. Pour tout savoir sur les origines de BioShock, tout de suite, Retro and Magic. L'histoire du jeu vidéo est parsemée de chefs-d'œuvre incompris, considérés comme des avancées majeures en matière de gameplay et de narration, mais boudés par le grand public. C'est le cas de la série System Shock, l'un des premiers jeux à avoir su conjuguer FPS, horreur et jeux de rôle pour former l'une des aventures les plus immersives jamais vues sur PC. System Shock est le successeur de la série Ultima Underworld, un jeu de rôle à la première personne du même développeur. Après 2 épisodes d'Underworld, les développeurs de Looking Glass, menés par Doug Church, commençaient à avoir fait le tour de la fantasy et voulaient étendre leur concept à d'autres univers. C'est donc vers la science-fiction que l'équipe se tourna pour son projet suivant. System Shock se déroule en 2072 dans un univers qui fleurbonne la littérature cyberpunk des années 80. On y incarne un hacker anonyme qui s'est fait coffrer pour avoir fureté sur les serveurs de la méga-corporation Tri-Optimum. Un individu louche du nom d'Edward Diego lui propose alors un marché. Il demande au hacker de pirater l'intelligence artificielle Shodan et lui retirer toute notion éthique. Diego espère ainsi prendre le contrôle de Shodan à ses propres fins. Si le travail est bien fait, Diego effacera toutes les charges pesant contre le hacker et lui offrira même des implants cybernétiques dernier cri. Évidemment, le hacker accepte. Après son opération, le hacker passe 6 mois en sommeil cryogénique réparateur à bord de la station spatiale Citadel. À son réveil, il réalise immédiatement que quelque chose n'est pas normal. Pour commencer, tout le monde est mort. Les robots de la station attaquent à vue tout être humain, et d'ignobles hybrides hantent les couloirs en quête de chair fraîche. Le hacker est contacté par email par la résistance à bord de la station. Il découvre alors que Shodan a développé une conscience propre et la folie des grandeurs, et a pris le contrôle de la station Citadel. L'intelligence artificielle démente veut utiliser le laser de forage de la station pour attaquer les grandes cités de la Terre afin de prouver à l'humanité qu'elle est devenue l'égale de Dieu. Le hacker est responsable de cette situation, et grâce à ses implants cybernétiques, il est le seul en mesure d'affronter Shodan et la détruire avant qu'il ne soit trop tard. System Shock reprend le moteur graphique d'Underworld très en avance sur son temps. Contrairement à la plupart des FPS de l'époque, il est possible de regarder en haut, en bas, et même de se pencher pour observer ce qui se passe au détour d'un couloir. Il est également possible de s'accroupir et de sauter. Le jeu se contrôle avec une combinaison clavier-souris, la souris étant utilisée pour interagir avec les différents éléments du décor. Contrairement aux autres FPS, System Shock propose un seul environnement dans lequel le joueur peut aller et revenir à sa guise. Pour progresser, il devra souvent revenir sur ses pas afin de pouvoir accéder à des zones auparavant bloquées. Tout au long du jeu, le joueur reçoit des mails des autres protagonistes et découvrira également les messages laissés par les malheureuses victimes de Shodan qui contiennent des indices pour progresser.
Le jeu proposait également un véritable jeu dans le jeu lors des scènes de hacking dans le cyberespace. Le joueur se retrouve alors à flotter dans une réalité virtuelle à 360 degrés dans laquelle il doit récupérer des cubes de données et affronter des contre-mesures d'intrusion à l'aide de ces logiciels. Malheureusement, le jeu fut un échec commercial, le premier d'une longue série pour Looking Glass. Trop en avance sur son temps peut-être. Le développement de System Shock 2 commence lorsque l'équipe d'Irrational Games, de grands fans du premier System Shock, propose à Looking Glass un pitch inspiré de leur jeu. De fil en aiguille, cela conduira Irrational et Looking Glass à travailler ensemble sur ce qui deviendra la suite officielle de System Shock. Le développement du jeu commence avec une version inachevée du moteur 3D de Thieves The Dark Project. System Shock 2 se déroule 40 ans après le premier épisode, et le joueur incarne cette fois-ci un militaire. Le jeu propose 3 orientations principales pour le personnage, soldat, hacker ou psionique. Dans les premières scènes, le joueur peut ensuite affiner ses caractéristiques en choisissant différentes affectations au cours des 4 ans de son service militaire. La 4e année, il se retrouve affecté au Rickenbacker, la navette escortant le Von Braun. Le Von Braun est le premier vaisseau spatial capable de voyager à la vitesse de la lumière. En chemin, le vaisseau reçoit un signal de détresse venant de la planète Toseti. Évidemment, personne à bord n'a vu Alien, sinon il saurait que c'est toujours une mauvaise idée de jouer les bons samaritains dans l'espace. Évidemment, ça ne loupe pas. Quelque chose s'infiltre à bord, transformant les membres d'équipage en mutants sanguinaires se faisant appeler la multitude. Pour rendre la vie du joueur encore plus simple, il semble que l'intelligence artificielle du Von Braun, nommée Xerxes, soit bien décidée à éliminer toute vie à bord. Et bien sûr, on ne tarde pas à découvrir que cette chère Shodan est également dans le coup. Le signal de détresse était en fait émis d'un module de la station Citadel, dans lequel Shodan s'était sauvegardée avant d'être détruite par le hacker dans le premier épisode. Mais cette fois-ci, le joueur doit s'allier à Shodan contre Xerxes pour le meilleur et pour le pire. System Shock 2 est un jeu notoirement plus effrayant que le premier épisode. Le jeu étant très immersif, son ambiance très glauque fonctionne parfaitement et prend le joueur aux tripes. Et comme les mutants ont la désagréable habitude de surgir quand on s'y attend le moins, il n'est pas rare de sursauter devant son écran, surtout si l'on joue dans le noir. Comme dans le premier épisode, l'histoire se révèle au travers des messages laissés par les membres de l'équipage du Von Braun, mais aussi via des apparitions spectrales. Mais la plus grande réussite de System Shock 2, c'est sans aucun doute Shodan. Dans le premier épisode, elle était toute puissante. À bord du Von Braun, Shodan n'a aucun pouvoir. Tel Lucifer déchu du paradis, Shodan est destituée de son statut quasi divin. Elle a donc besoin du joueur pour arriver à ses fins. System Shock 2 est riche en symboles et en images fortes, et les échanges entre Shodan et le joueur sont chargés de sous-entendus presque sexuels, créant entre les deux personnages une relation malsaine et ambiguë. Le talent narratif d'Irrational est la plus grande force du jeu. System Shock 2 fut une fois de plus une grande réussite technique et critique, mais fut lui aussi un échec commercial. Looking Glass Studios fermera ses portes un an plus tard. A noter que le jeu garde une communauté très active qui a réalisé de nombreux mods, notamment pour améliorer les graphismes du jeu. La série des System Shock aura de nombreux successeurs spirituels. Doug Church rejoindra l'équipe d'Ion Storm et travaillera sur Deus Ex, un jeu qui reprendra de nombreuses idées développées pour la série System Shock, à commencer par le mélange FPS et RPG. Et surtout, Irrational Games produira BioShock, un jeu dont le titre ne cache pas ses origines. Bien que prenant place dans un univers différent, BioShock est la continuité directe du gameplay et des procédés narratifs de System Shock 2. Deus Ex et BioShock seront tous les deux des best-sellers, brisant enfin la malédiction associée à cette série. Alors comme ça, t'avais été marqué toi à l'époque par System Shock? Ouais, alors marqué de manière négative. Et j'ai envie de dire carrément marqué physiquement, tellement il m'avait fait bader ce jeu-là. Alors faut savoir qu'à l'époque j'étais jeune et... Fais attention, Jean-Michel il va vomir. Ok. Et donc j'étais jeune, j'étais bien dans mon temps, tout ça. Simplement, j'avais du mal à assimiler tous les game mécanismes, tout ça. Je savais même pas où le jeu voulait aller, ce qu'il voulait. C'était, il me semble que c'était carrément un de mes premiers FPS. Moi, j'ai pas fait tous les Wolfenstein et tout. Enfin, je connaissais pas tous ces trucs-là.
Et bref, et ce dont je me souviens dans le jeu, dans System Shock, c'est donc évidemment de l'ambiance dark, un petit peu mécanique, cyberpunk, ouais voilà, mais froide. Ouais. Et puis et surtout, j'ai passé la moitié du jeu, ou peut-être même plus de la moitié du jeu, avec un putain de flingue, avec des seringues. Qu'est-ce que tu fais avec un flingue avec tes seringues sur des robots? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'envoies des seringues paralysantes sur des robots, ça sert à rien. Et j'ai jamais su trouver les grosses armes, les gros trucs automatiques, les armes lourdes. Tu sais, moi je peux te conseiller un truc. Si tu veux des grosses armes, il faut essayer Mass Effect 2. Tout de suite, la critique. Oh, the fuck. T'as vu ça? La transition de ouf. Putain, j'aimerais bien en faire des comme toi. Le premier Mass Effect avait fait forte impression à sa sortie en 2007. BioWare, célèbre pour ses RPG, avait créé un jeu mêlant aventure et TPS dans un monde futuriste complexe et attractif. Malgré quelques défauts de jeunesse, le titre était une réussite. On avait rarement vu un tel niveau de science-fiction en jeu vidéo. La saga Mass Effect était conçue comme une trilogie, et voilà aujourd'hui un deuxième épisode très attendu. Bien entendu, cette critique va essayer d'éviter au maximum les spoilers. Le Normandie est foutu. C'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever. Dans le premier Mass Effect, l'humanité est une très jeune race qui peine à s'imposer au Conseil Galactique. En 2148, un stock de technologies protéennes découvert sur Mars avait permis aux êtres humains de s'étendre au-delà du système solaire. Grâce à cette technologie, les humains pouvaient désormais utiliser les relais cosmodésiques, des stations spatiales permettant un transfert quasi instantané à de très grandes distances dans la galaxie. Le plus grand de ces relais, la Citadelle, abrite le Conseil Galactique. Et dans le premier épisode, l'humanité venait à peine d'y ouvrir une ambassade. Le joueur incarnait le commandant Shepard, premier candidat humain pour les forces d'élite du Conseil, les Spectres. Sa mission était d'arrêter Saren, un spectre renégat qui portait avec lui la menace du retour des Moissonneurs, une race de prédateurs extraterrestres. Mass Effect 2 prend place 2 années après la victoire de Shepard sur Saren. Le jeu commence alors que le vaisseau de Shepard est attaqué par des aliens non identifiés qui le laissent pour mort. Notre héros, ou ce qu'il en reste, est cependant récupéré par une organisation extrémiste pro-humaine nommée Cerberus. Une fois remis sur pied, Shepard rencontre le chef de cette organisation, l'Homme Trouble, qui lui fait part de terribles enlèvements visant les colonies humaines des systèmes les plus lointains. Shepard s'engage alors avec Cerberus dans une enquête sur ces disparitions et va devoir se constituer une équipe de choc pour affronter cette nouvelle menace. Dans Mass Effect, le joueur contrôle toujours le commandant Shepard à bord de son vaisseau spatial. Il est bien sûr possible d'importer sa sauvegarde si l'on avait terminé le premier épisode. Le joueur peut se déplacer dans toute la galaxie, explorer des planètes et accomplir diverses missions et quêtes annexes. Shepard peut prospecter des planètes inexplorées afin de récolter des minerais rares nécessaires pour développer des améliorations techniques pour ses armes, armures et son vaisseau. Sonde larguée. Il est possible de se promener dans le vaisseau à tout moment afin de parler aux membres de l'équipage ou d'admirer les collections d'objets récupérés dans toute la galaxie. Lorsque le joueur décide d'aborder une base ou une planète, il choisit 2 membres de son équipe pour l'accompagner. Les phases d'exploration sur le terrain se déroulent de manière très similaire au jeu d'aventure Star Wars Knights of the Old Republic du même développeur. Par contre, dans Mass Effect, on ne penche pas du côté clair ou obscur de la Force, mais le joueur oriente plus subtilement son personnage vers une disposition d'apaisement, la conciliation, ou d'action, le pragmatisme. Les choix de dialogue et d'action augmenteront ainsi le niveau de Shepard dans ces 2 dispositions, et des niveaux élevés ouvriront de nouvelles possibilités dans les dialogues avec les personnages. Outre l'exploration, le joueur devra souvent combattre et là le gameplay s'oriente vers un third-person shooter. Mass Effect 2 met l'accent sur un système de couverture similaire à Gears of War. Ils nous ont vus. Différentes armes sont disponibles, allant de la mitrailleuse au fusil à pompe, en passant par le sniper ou les armes lourdes, voire expérimentales. Le joueur peut à tout moment donner des ordres à ses équipiers, que ce soit pour leur faire prendre une position ou pour leur demander d'utiliser leurs pouvoirs. Tu n'es qu'un pantin entre mes mains. Car il y a des pouvoirs dans le monde de Mass Effect, de 2 types principaux.
les pouvoirs biotiques et technologiques, permettant de faire léviter ses adversaires ou bien de neutraliser leurs boucliers. La clé de la victoire résidera souvent dans l'utilisation à bon escient des pouvoirs, ainsi que dans l'exploitation du terrain et des couvertures disponibles. Il est aussi recommandé de créer une équipe équilibrée. Si le joueur ne prend que des snipers, il aura beaucoup de mal à affronter des ennemis lui tombant dessus au corps à corps. J'ai envie de tuer, à main nue. Plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais... Je ne sais pas... Mass Effect 2 n'est pas qu'une simple suite, car le jeu a été profondément remanié et même simplifié. Alors que le premier volet laissait le joueur se débrouiller dans la citadelle sans beaucoup d'indications, le scénario est désormais plus découpé avec des missions clairement identifiées. L'inventaire, très critiqué dans le premier épisode car vraiment fouillis, a carrément disparu. Les différentes armes sont sélectionnables avant chaque mission et l'armure de Shepard est customisable dans sa cabine, tout simplement. La gestion des munitions a elle aussi été simplifiée. Ici, toutes les armes sont compatibles avec des cartouches empêchant la surchauffe, qui sont le facteur limitant. Il faudra récupérer ces cartouches sur les ennemis pour pouvoir continuer à tirer. Pire encore, pour les puristes, la gestion des points de vie a elle aussi été simplifiée. Shepard et son équipe régénèrent entièrement leur bouclier en étant à l'abri, comme dans Halo par exemple. Tous ces changements ne sont pas sans rappeler la tentative de simplification que l'on avait vue avec Deus Ex 2, qui s'était avérée plutôt catastrophique. Ici, par contre, et contre toute attente, cela marche plutôt bien. En fait, BioWare a répondu de manière radicale aux plaintes des joueurs après le premier épisode. Même s'il faut admettre que ces modifications changent vraiment le jeu, désormais plus tourné vers l'action, le résultat est étonnamment efficace. La profondeur de jeu, marque de fabrique de BioWare, est toujours présente. Le background très recherché de l'univers est bien là, tout comme celui des personnages non-joueurs, leur histoire, leurs attentes et les choix proposés aux joueurs en conséquence. Dans Mass Effect 2, une grande partie du jeu est axée sur l'équipe que Shepard va devoir se constituer. Et les membres que l'on peut recruter, humains comme extraterrestres, sont encore une fois uniques, complexes et somme toute très intéressants. Ça vous regarde pas. Ça regarde personne. On observe une tendance de la part des développeurs à intégrer des guests dans leurs titres. Ici, le personnage de Miranda Lawson a été officiellement modélisé à partir de l'actrice australienne Yvonne Strahovski, qui prête aussi sa voix au personnage dans la version américaine. De la même façon, l'intelligence artificielle du vaisseau de Shepard est interprétée par Tricia Helfer, plus connue comme le Cylon numéro 6 dans Battlestar Galactica. Déconseille toute modification des paramètres moteurs. Notons qu'en français, le doublage du jeu est heureusement de bonne facture et permet une immersion très convenable. En parlant d'immersion, mention spéciale pour le vaisseau de Shepard. Pour une fois dans ce type de jeu, le vaisseau du joueur est équipé d'une cantine pour l'équipage, mais aussi de couchage, de douche et de toilettes. C'est trop rare pour ne pas être signalé. Shepard, les toilettes des hommes sont situées à bâbord. Shepard dispose même d'une secrétaire et conseillère psychologique attitrée, Kelly, qui l'avertira en cas de nouveaux messages sur son terminal. Nous n'avons pas parlé de la réalisation technique, mais là encore les choses ont été améliorées depuis le premier épisode. Certes, il reste encore quelques failles, par exemple les personnages apparaissent parfois brusquement pendant les dialogues, mais le tout reste quand même au top visuellement et le plus gros défaut de Mass Effect 1, le temps de chargement excessif, est ici beaucoup mieux géré. En fait, la technique se fait vite oublier tellement on est pris dans l'environnement et l'histoire. A noter que BioWare et Electronic Arts inaugurent avec ce jeu une nouvelle approche envers le contenu téléchargeable. En achetant le jeu neuf, le joueur obtient un code à usage unique lui permettant d'accéder au contenu en ligne, avec déjà un équipier, une mission et de l'équipement disponible gratuitement. Si vous achetez le jeu d'occasion, par contre, il faudra débourser pour pouvoir se connecter. Nous le rappelions au départ, Mass Effect a été conçu comme une trilogie. Le premier jeu posait les bases d'un univers complexe, mais donnait souvent l'impression de chercher son gameplay. BioWare a su réagir avec cette suite en proposant des changements audacieux. Même si au premier abord, les simplifications abordées peuvent décevoir, il faut reconnaître que la nouvelle formule est remarquable. Ce n'est pas la naissance d'un nouveau genre, mais BioWare a mis le doigt sur un dosage action-aventure extrêmement efficace. Le scénario global du jeu est moins complexe que dans le premier épisode, mais le tout est vraiment beaucoup plus engageant. C'est simple, on n'en décroche plus. Chapeau bas, et vivement la suite. Shepard ? Balise de détresse parée au lancement. Tout de suite, le rendez-vous des coquins. Showtime.
be strong, their resolve unquestionable. We have to give everything, even if that means our lives. We will stop at nothing. We will fight for the lost. Alors Thierry, pour le Showtime de ce mois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose de particulier dans la mesure où j'ai une invitée et j'en suis pas peu fier. Et donc une invitée qui va m'aider à mieux comprendre les filles dans les jeux vidéo et donc dans la vraie vie. J'ai connu pas mal de monde. Si vous voulez parler d'avoir un mec ou une gonzesse, là, non. C'est une perte de temps et ça marche jamais. Alors Noémie, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Super. Alors Noémie, les jeunes qui nous regardent te connaissent pour plusieurs faits. Donc tu as présenté pendant un certain temps l'émission Next Gen sur Virgin 17, n'est-ce pas? On t'a également vu dans un bikini flamboyant dans la 100e de Mange Mon Geek avec Monsieur Poul. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais encore? Tout ce que vous pourriez imaginer, commandant. Là, cette année, je suis sur MCM. Je présente une émission sur les mangas, voilà, où je fais un peu de tout. Je fais un magazine, je fais des interviews et je présente. Et puis j'ai mon groupe Virgin Princess avec qui je suis en train de finir l'enregistrement de l'album. Et puis Flanders, compagnie, puisqu'on est à No Life, il faut en parler. Hein. Voilà, autopromo, tout ça. Voilà, donc dans lequel je vais intervenir en guest. Voilà. Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Alors Noémie, donc on se connaît un peu, hein, on a déjà fait des scènes ensemble, tout ça. Oui. Et donc tu sais que moi, bon, j'aime bien m'encanailler avec tout ce qui respire et qui est à peu près symétrique, avec des boobs et des formes. Donc j'ai fait, durant toute mon aventure sexuelle, j'ai fait de la brunette, j'ai fait de la blonde, Ebony, Redhead, Asiane, bien évidemment. Simplement, il y a un profil qui m'a toujours un petit peu échappé, un type de fille qui m'a toujours un petit peu échappé. C'est ces filles, tu sais, qui sont là avec leur piercing, leur tatouage, avec le regard noir, que tu as l'impression de saouler quand tu viens, quand tu essayes de faire des approches avec des pick-up lines, pourtant souvent super pertinentes. Parlez-moi de vous, Jack. Shepard, on a assez discuté, vous me pissez dans les oreilles. Ce type de fille, comment est-ce que, quel terme tu utiliserais pour le décrire? Alors moi, j'ai fait mes recherches sur l'internet du web, comme n'importe quel bon jeune, journaliste que voilà, tu es. Bien dans son temps. Et donc, j'ai des termes, j'ai tatouage, j'ai piercing, j'ai bisexuel et j'ai daddy issues. Est-ce que ça englobe bien ce type de personne dont tu fais peut-être partie? Oui, dont je fais partie, oui, à quelque part. Ouais. Alors tu veux expliquer peut-être quelque part où tu fais partie? En fait, oui, moi je fais partie des Suicide Girls. Ah, c'est complètement dingue. Donc il y a un collectif en fait de modèles alternatifs, c'est-à-dire les modèles qui rentrent pas dans le cadre de ce qu'on attend d'un mannequin, voilà, tout lisse, grande, mince, sans tatouage, sans piercing. Donc en général, c'est des filles plutôt petites, avec des tatouages, des piercings, qui effectivement assument leur côté bisexuel, parce que c'est super trendy d'être bisexuel. Et petite, et donc maniable. Voilà. Mais tout ce qui est petit rentre... Non. Voilà. Voilà. Donc, d'accord. Quelle technique, d'une manière générale, quelle technique on utilise? Est-ce qu'on doit jouer, quand on a affaire à un genre de fille et qu'on a envie de lui raconter des choses, est-ce qu'on doit la jouer bonhomme, tough guy? C'est ce que j'aurais dû faire à notre première rencontre. Ou est-ce qu'au contraire, on doit la jouer serpillière, garçon un peu désorienté d'un point de vue sexuel, qui demande qu'à ce qu'on le guide sur la route du vice? Alors ça c'est bien. Ouais. La dernière option est bien. Ouais. Après, comme tous les profils un peu atypiques, sachant que là je fais une généralité et que ça va pas forcément s'appliquer à tout le monde. Bien sûr. Mais je pense que... Mais par exemple à toi. Voilà, par exemple à moi il faut me frapper, il faut me violenter. Voilà, Et après, par contre, l'aspect serpillère, j'aime bien, voilà. Nous préférons le terme de servage. Tous les candidats s'y engagent de leur plein gré.
Noémie. Alors, par exemple, dans le cas d'une petite meuf, on va prendre une petite meuf, qui aurait subi durant sa jeunesse des expérimentations traumatisantes dans lesquelles serait impliqué de manière implicite Cerberus, et qui a le crâne rasé, qui a un goût prononcé pour la destruction et le chaos. Est-ce que je la joue pareil? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça change de... Et si ça se passe dans l'espace? De quoi tu me parles là? C'est quoi? Non mais en fait on n'avait pas dit ça. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce que si c'est pour un plan cul, vous pourriez avoir les couilles de le dire. Si je disais non, ce serait mentir. Vous êtes différente. Alors, une fois que j'ai réussi mon approche, ouais. Hein, que si tu veux... Avec les filles voilà. tatouées, tout ça. Ouais, exactement. Oui. Et que donc elle s'est accoutumée à ma présence, ouais. Tu vois. Ça va être dur déjà. Ça prend du temps, mais j'ai des techniques de chasseur. Ah, d'accord. Et que donc, on s'est mis d'accord, on s'est arrêté sur le fait que, bon, ok, on se bouffe le cul, voilà. Ben tiens, tout le monde veut toujours quelque chose. Par exemple, admettons, t'es cette fille, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans les pratiques sexuelles alternatives? Voilà, exactement, alternatives. Voilà. L'alternative, c'est le leitmotiv de cette interview. Alors, comme toute bonne fille alternative qui aime les pratiques alternatives, elle va aimer le bondage. Ouais, voilà. Tu vois, le fait d'être... parce qu'il y a un côté esthétique, le bondage, où voilà, c'est très joli. Enfin, le vrai bondage, tu vois, l'art vraiment du shibari, où tu vas vraiment faire quelque chose de très beau. Et puis en même temps, c'est clairement pour être soumise, parce qu'en même temps, c'est ce qu'on attend toutes, n'est-ce pas, Médoc? Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux, je sais pas, mettre des talons aiguilles aussi, c'est pas mal. Des talons aiguilles chez un garçon, ouais. Et puis jouer avec, voilà, beaucoup de jeux de regard. Des regards complices. Voilà. Ouais. Tu vois ce dont je parle? Oui, madame. C'est bien. Bon alors quoi? On fait ça maintenant? D'accord, Jack. J'aimerais vous voir onduler. J'en suis sûre. Put your head on my shoulder. Approchez. Your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Du coup, ça nous amène à parler du sexe dans le futur, en fait. Dans le sexe. Demain? Après l'émission? Dans un futur de l'espace. Ah, dans Far Away, voilà, les galaxies, d'accord. Les vaisseaux, tout ça. C'est quoi ta conception du sexe dans le futur? Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'on aura des combis spécialement dédiés à cette activité? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'on aura des sextoys tellement perfectionnés qu'en vrai c'est des mécas? Comment est-ce que tu vois ça dans le futur? Je pense qu'on va vers un plaisir qui est beaucoup plus personnel, que je pense qu'on va aller là-dedans au niveau de la sexualité aussi, où les gens vont baiser avec eux-mêmes. Je pense que c'est l'absolu. Alors, Noémie, dans cette émission, dans cette rubrique Showtime, on a une tradition. Voilà, une tradition que donc j'essaye de mettre en place tant bien que mal, mais cette fois-ci, j'ai bon espoir de réussir ma petite mission. Il y a un truc qui vous démange, hein? C'est de montrer des boobs. Ben tiens. Voilà, c'est montrer des boobs. D'accord. Voilà, et tu vois où je veux en venir. Parce que peut-être je suis un petit peu bloqué là. J'ai quoi sous la main? Tu veux que je te montre mes nichons? Ouais, c'est ça. Bah, dis-moi là, c'est pas grave. Noémie, tu peux montrer un petit peu, s'il te plaît? Ça fait plaisir. Bon, allez. Mais juste pour toi, un petit peu pour toi aussi. Jonathan? Oui. C'est ça? Oui. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Alors. Hop. Oh. D'accord. Wow. Ça vous plaît? Tatouage. Ouais. Ouais, mais... Oula, doucement là quand même. Hein. C'est élastique, c'est élastique. Ouais, non mais là, par contre, il y a un piercing, là, il faut faire attention. Ouais.
Alors, Noémie, merci. Merci beaucoup d'être venue me donner des billes sur les manières de concrétiser des actions. Peut-être t'as envie de dire au revoir à la jeunesse. Merci beaucoup, Médoc. J'ai été ravie d'être ton invité. Et puis, merci de m'avoir regardé. Et puis, n'oubliez pas la jeunesse. Ne parlez pas aux gens dans la rue. Ce sont des animaux malades. Merci, Noémie. Merci. Quant à nous, on se retrouve... je t'en prie, tu peux... Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Si d'ici mars, avec ce genre d'émission, je fais pas de l'audience, sincèrement, je sais pas comment je vais en faire. Et maintenant, après le stupre à la Mehdi, la minute zen, 3 minutes zen, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Il y a des jeux comme ça que l'on découvre un peu par hasard, avec la bonne vieille technique ancestrale du bouche à oreille. À No Life, c'est Mathilde, notre ingé son, qui m'a signalé la sortie de ce titre sur le Xbox Live Arcade. C'est ça aussi, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Au-delà du côté purement fun, consistant à créer un interlude né de l'opposition d'un jeu potentiellement tout mignon au contenu plus adulte et souvent violent de cette émission, cette rubrique est également l'occasion de partager des coups de cœur. Comme ça, à vue d'œil, un peu froidement, on pense tout de suite à un mix entre Lumines et Tetris. Et c'est vrai que l'objectif du jeu consiste, à la manière d'un Tetris, à imbriquer des formes géométriques les unes aux autres sur une immense grille afin de former des blocs de 3 carrés sur 3 au minimum. Comme dans Lumines ou un Ténorion, une ligne de bits se déplace régulièrement sur cette grille pour lire les formes posées et ainsi donner corps à la musique. L'objectif consiste à remplir la grille en parvenant à former des blocs solides de grande taille tout en s'assurant de ne pas laisser trop de fragments, ces derniers disparaissant au bout d'un certain nombre de lectures et avec eux votre multiplicateur de points. Orienté scoring, Chime fonctionne avant tout grâce à ses 5 compositions interactives signées par Philippe Glass, Moby, Marcus Schulz, Fred Dickin et surtout Paul Hartnell. Ce dernier a cédé pour l'occasion les droits du titre For Silence, tiré de son album solo sorti en 2007. Mais il est surtout connu pour avoir été avec son frère, l'un des 2 artistes ayant officié de 1989 à 2004 sous le nom d'Orbital. Paul Hartnell vit actuellement à Brighton, la ville où a été développé Chime, et le single à travers lequel Orbital a commencé à goûter au succès avant d'exploser sur la scène mondiale s'appelait Chime. Le joueur fonctionne grâce à la qualité de sa tracklist donc, mais également grâce aux interactions du joueur avec celle-ci. Chacun des blocs, formés à l'aide des formes géométriques déposées sur la grille, déclenche au passage de la ligne de bits un sample particulier. Si le joueur ne remplit pas suffisamment vite la grille dans le temps imparti, 3, 6 ou 9 minutes, la musique tournera en boucle sans jamais donner sa pleine mesure. Chime fonctionne donc à 2 niveaux. Un niveau purement musical, sensitif en quelque sorte, et un niveau gamer. Les performances du joueur lui permettent en effet de faire monter son multiplicateur de points et d'enchaîner les grilles en débloquant des bonus temps, pour finalement finir une grille donnée, non pas à 100%, mais à 200, 300, voire 1000%. Addictif et hypnotique, doté d'une durée de vie infinie malgré l'absence d'un mode multijoueur, Chime est également un jeu généreux. Téléchargeable pour seulement 400 points Microsoft, au minimum 60% de son prix d'achat sera reversé à des œuvres caritatives telles que Starlight Children Foundation ou Save the Children. Développé par le studio Zoé Mode, Chime est en effet le premier jeu édité par One Big Game, un éditeur à but non lucratif. Ce jeu a décidément tout pour lui. Bah maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Dante's Inferno, ça vaut le coup? Parce que bon, si vous avez essayé la démo, que ce soit sur Xbox ou sur PS, vous avez pu vous rendre compte que c'était quand même un clone éhonté de God of War au niveau de toute la mécanique de combat. Maintenant, est-ce qu'il réussit à s'en sortir, à apporter un petit souffle par sa direction artistique, son univers, je ne sais quoi? Tout de suite, la critique pour en juger. Bayonetta, Darksiders et dans quelques semaines God of War 3, 2010 est plus que jamais l'année du beat'em all. D'autant plus que cette liste est pour le moins non exhaustive. Il manque en effet le plus polémique et surtout le moins légitime d'entre eux, Dante's Inferno. Des qualificatifs peu flatteurs que le jeu traîne derrière lui depuis ses toutes premières apparitions. Et pour cause, Visceral Games n'a pas fait qu'emprunter certains éléments à sa principale source d'inspiration.
Le studio américain à qui l'on doit notamment le terrorisant Dead Space a tout simplement plagié, purement et simplement, le système de jeu de God of War. Un fait critiquable et particulièrement culotté, étant donné que le 3e épisode de la série développé en interne par Sony arrivera mi-mars. Là où Bayonetta affichait de manière ostentatoire un univers barré et particulièrement riche, là où Darksiders proposait une véritable alternative à ses concurrents, grâce à un aspect exploration-aventure engageant, Dante's Inferno se pose d'emblée comme un clone à l'identité vacillante. Pour autant, est-ce réellement là la seule chose à retenir lorsque l'on s'essaye au dernier titre d'Electronic Arts ? Quel genre d'homme enferme des femmes sans défense? Vous devrez payer un jour, chevalier! Difficile d'adapter fidèlement la Divine Comédie, la célèbre œuvre de Dante Alighieri, tant celle-ci se trouve être subtile, dans sa forme comme dans son fond. Visceral Games a donc pris des libertés, de nombreuses libertés, à commencer par le scénario qui ne s'inspire que du premier des 3 cantiques du livre et qui ne met pas en scène un poète. Le jeu narre en effet les aventures de Dante, un croisé, qui, de retour chez lui après une longue bataille, trouve les corps inanimés de son père et de sa compagne, Béatrice. Sans aucune hésitation, Dante va plonger en enfer pour retrouver sa bien-aimée, à qui il avait juré fidélité avant de partir en croisade. Une promesse qui lui vite fait d'oublier sur place lorsqu'un évêque promit à l'ensemble des chevaliers que leur péché serait absous. Des actes impardonnables qu'il aura donc tout le temps d'expier au cours de son long périple au cœur des 9 cercles des enfers. Avec un développeur comme Visceral Games à la baguette, on s'attendait forcément à ce que notre expérience aux côtés de Dante tourne au calvaire, dans le sens où jouer plus de 2 heures consécutivement à Dead Space relevait à l'époque du délire masochiste. Mais en fait, Dante's Inferno est de ce côté-là une relative déception. L'ambiance mature et glauque du jeu se mue régulièrement en un ensemble grotesque, au cœur duquel on progresse sans mal. Rarement dérangeant, l'univers présenté par le studio américain ne va pas suffisamment loin pour choquer. Certains ennemis, comme les bébés dont les bras ont été remplacés par des lames, sont tout juste bons à provoquer les esprits les plus purs. Reste qu'il est tout de même plaisant de pouvoir jouer certains passages mythiques du livre d'Alighieri, tout comme il est franchement grisant de pouvoir absoudre Judas de ses péchés ou punir Orphée d'avoir causé la perte d'Eurydice. Le parti pris graphique est lui aussi des plus intéressants, avec une volonté de se démarquer de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais si les décors sont réussis, tout comme le design global des monstres, on ne peut pas en dire autant des scénettes animées qui parsèment l'aventure, ni même du doublage français juste calamiteux. Je ne comprends pas! Il faut dire aussi qu'interpréter avec conviction un héros aussi peu charismatique, cela tient de l'exploit. God of War, ça vous dit quelque chose? En tout cas, si ce n'est pas votre cas, ça l'est pour Visceral Games. Le studio a tout simplement repris tel quel le gameplay de la série phare de Sony. Au combo près, au bouton près même. En gros, difficile de faire plus proche. QTE à profusion, finish moves sanglants, enchaînement au sol ou aérien, tout y est. Sauf peut-être la variété des scènes proposées qui permettait d'éviter de tomber dans une quelconque routine. Dante's Inferno a beau avoir quelques puzzles à base de « je pousse une caisse pour grimper là », on vous demandera presque uniquement de tuer, de charcuter ceux qui se mettent en travers de votre chemin. En fait, la seule différence notable au niveau du gameplay entre les titres d'EA et de Sony, c'est au niveau du système de progression de votre personnage qu'il faut aller la chercher. Et c'est ici d'ailleurs plutôt ingénieux. Dante a 2 armes, une faux pour les attaques brutales et un crucifix pour tenir à distance ses ennemis. 2 armes qui correspondent à 2 embranchements dans son arbre de compétences. Pour chaque adversaire rencontré, Dante aura le choix de punir ou d'absoudre celui-ci. En fonction de ses décisions, cela lui permettra d'améliorer les compétences de l'un ou l'autre des embranchements. Un système intéressant qui a le mérite de vous pousser systématiquement à réfléchir au chemin que vous souhaitez suivre. Globalement, il ne faut pas se méprendre. Le gameplay de Dante's Inferno fonctionne bien, les coups sortent facilement et de manière fluide. Le système de progression est judicieusement pensé pour que vous ayez toujours à disposition de nouvelles techniques. Reste une certaine répétitivité, souvent inhérente au genre. Tu n'as pas le droit de te mêler à ceux qui sont morts. Où est Béatrice? Dante's Inferno pose un problème assez unique. Rarement on aura vu un jeu copier de manière aussi grossière un concurrent. Du coup, si la formule est efficace, on ne peut s'empêcher de penser que ce n'est pas Visceral Games qui en est l'inventeur. Pire, en plagiant, on s'expose à la comparaison. Et dans ce domaine, God of War surpasse son clone sur tous les points. Intensité et variété de l'action,
Impact des enchaînements, envergure des affrontements, design des monstres, qualité visuelle, bande-son, etc., etc. Bref, dur de s'attaquer à un tel monument du jeu vidéo. Pourtant, Dante's Inferno a bénéficié d'un énorme travail sur la cohérence de l'univers, d'un vrai boulot au niveau de la direction artistique. Alors non, on ne peut pas retenir que le côté God of Warien du titre. Mais Dante's Inferno reste tout simplement le moins emballant de tous les beat'em all de ce début d'année, faute d'originalité. Alors que dire? Sur PS3, on attend God of War 3. Sur 360, la frustration peut conduire à l'achat du jeu, à moins que vous ne décidiez de donner leur chance aux excellents Bayonetta et Darksiders. Et ben voilà quoi, classé 18+, c'est terminé. On va maintenant quitter l'hôtel Lutetia, qu'on a loué genre avec l'argent de vos abonnements à l'occasion de... Mais en fait, regarde Thierry, en fait c'est plus drôle, et puis il faut arrêter avec ces blagues-là. Si tu veux, il y a des connards sur le forum qui sont susceptibles d'y croire, déjà qui nous cassent les couilles avec le projet. Qui pensent qu'on a vraiment plein de thunes. Ouais, donc oublie. Ah non, on a zéro thune. En fait, là, on était là juste pour l'occasion de la soirée Bioshock 2. Et pour manger un peu. Gentiment un peu, parce qu'on avait un peu faim. L'édition collector, c'est juste pour le cadre. D'ailleurs, tu vas faire quoi avec? Je vais la rendre. Si tu veux, tu peux prendre le goodies avec la fléchette là. Mais sinon on se retrouve bientôt. Dans 15 jours. Wow. Ouais, on reprend notre rythme normal. Dans 15 jours, on se retrouve avec les critiques de Heavy Rain, Alien vs Predator et plein d'autres surprises. Et ciao. Oh là là. Oh, tu te fais dominer, mais tire-lui dessus. Tiens. Je peux. T'as pas de munitions, t'as rien. Voilà, attends, je vais le percer. Je vais le percer, moi. Défoncé. Oh putain. Oh merde, je l'ai pris en photo. Tu prends tes photos. Ah non, tu fais dominer. Ouvrir les portes. Tiens. Mais non, c'est ta copine, tu dois l'escorter. Ok. Putain, je peux fouiller? Qu'est-ce que c'est? Un cendrier. Ah bah voilà quoi. Non. Pourquoi tu prends pas ton flingue? Il est où mon flingue? Bah je sais pas, t'as changé d'arme tout à l'heure. Alors. Tu y vas? Ok.